bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes toujours sur le podcast Ohana. Pour m'accompagner, j'ai Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons toujours notre invité, Édouard Boulanger, pour le dernier épisode de cette semaine. Salut Édouard. Salut à tous. Alors Édouard, on finit la semaine, eh bien, comme on l'a prévu hier, en parlant toujours de toi, mais de ta relation au triathlon et au sport mécanique. Alors j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton histoire avec le sport mécanique. On a beaucoup parlé du triathlon, on a parlé de tes premiers pas, entre guillemets, dans le sport avec l'aviron, donc c'est plutôt tes premiers coups de rame. Quelle a été ton histoire dans les sports mécaniques et puis surtout, qu'est-ce qui t'a amené à gagner le Dakar ? Là pour le coup c'était côté passion, donc j'ai commencé de la moto pour faire le Dakar et l'enduro du Touquet. L'enduro du Touquet c'était un objectif réalisable assez rapidement parce que ça demande pas des moyens incroyables en termes financiers. Je l'ai fait de 98 à 2010 sans interruption, donc 12 fois. Ça c'était clairement mon objectif annuel de moto parce qu'une fois encore c'était pas non plus incroyable en termes d'investissement financier parce que quand tu parles de sport mécanique forcément le premier frein d'une manière générale c'est l'aspect économique. Donc ça c'était un petit peu mon fond annuel, c'était les courses de sable et l'enduro du Touquet. Mais par contre l'objectif principal, ça restait les rallye raids. Par contre, les rallye raids, c'est nettement plus compliqué d'un point de vue financier. Donc là, il a fallu que j'attende de gagner ma vie correctement, de prendre mes jobs d'ingénieur pour mettre un petit peu de côté et puis me permettre de participer. Donc c'est pour ça qu'en fait, en rallye raid, j'ai commencé à courir en 2005 en moto. Puis après, c'était au rallye des pharaons en Égypte. Je faisais avec mon frère. Et puis après, ça s'est enchaîné assez vite parce que pendant cette course-là, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, qui travaillait dans l'organisation du rallye des pharaons, raison pour laquelle j'ai déménagé en Italie. Et puis là, j'ai... Les pharaons, mais c'est pas en Italie, les pharaons. Non, mais l'organisation est italienne. Et puis voilà, après ça s'est enchaîné rapidement parce que je travaillais à la fois sur l'organisation du rallye des pharaons et puis sur une autre organisation italienne qui est celui du rallye de Sardaigne. Et donc voilà, à partir de 2006, en fait, j'étais focalisé vraiment en rallye raid, notamment sur la partie organisative. Et puis après, de temps en temps, évidemment, je roulais quand même sur le championnat italien de moto rallye, à la fois ma passion et puis mon job. Donc c'était plutôt sympa. Puis après, voilà, quand tu te dédies à quelque chose et que tu le fais pas trop mal, tu grimpes un petit peu les échelons. Donc au final, j'ai travaillé de plus en plus pour les rallye raids, un petit peu pour des équipes officielles, aussi bien en auto qu'en moto. Et puis voilà, ça m'a amené jusqu'à cette année à gagner le Dakar. Une belle expérience, vite raccourcie. Juste pour ceux qui connaîtraient pas, parce que notre audience est plutôt orientée triathlon, le rallye raid, qu'est-ce que c'est quelle différence entre le rallye raid, le rallye Exact. Alors le rallye dans l'imaginaire commun, c'est donc le rallye WRC, les épreuves gagnées par Sébastien Loeb, parce que je pense qu'en France et en Europe, tout le monde connaît Loeb. Donc ça, c'est les rallyes, on va dire, traditionnels, WRC. Et par contre, moi, ce que je fais, c'est effectivement du rallye raid. Donc, c'est la spécificité d'être, comme son nom l'indique, un raid, c'est-à-dire une épreuve longue. Un rallye raid, c'est au minimum 5 jours et au maximum 3 semaines. Aujourd'hui, il n'y a plus d'épreuves de 3 semaines, mais donc les épreuves les plus longues aujourd'hui, c'est 2 semaines. Mais donc, grosso modo, c'est un format qui se concentre entre 5 et 15 jours d'affilée, sans interruption. Et l'autre grosse particularité qu'on a dans le rallye raid, c'est que les reconnaissances sont interdites, d'une part, et d'autre part, tu ne connais pas le parcours avant le moment où tu rentres dans la voiture. C'est-à-dire que tu découvres le parcours au fil des kilomètres et donc c'est pour ça que il y a évidemment le pilote qui pilote la voiture et à côté de lui le copilote qui lit le roadbook. Et donc sur le roadbook, qui est donc un document commun à tous, identique à tous, puisqu'on n'a pas le droit de reconnaissance, c'est là où tu as les indications de navigation. Donc tu as des points de passage obligatoires en fait. Et c'est ça qui détermine la bravoure des équipages. Parce qu'il faut à la fois naviguer, parce que tu n'as aucune indication physique sur la route, puis à la fois aller vite et gérer ta mécanique. Donc après, tu as vraiment beaucoup de types d'épreuves. Tu as les épreuves qu'on peut appeler, on va dire, européennes, ou en tout cas sur le continent européen, où tu as une géographie qui est assez marquée, de la forêt, des champs, des choses comme ça. Donc en général, les organisateurs restent sur des pistes déjà créées, que la navigation est relativement facile parce que tu attends des croisements assez clairs physiquement.
Et puis à côté de ça, tu as des épreuves qu'on peut appeler désertiques ou africaines. Tu navigues complètement dans les déserts sans aucun repère. Tu tournes quand toi tu dis de tourner, quand le copilote te dit c'est maintenant que tu tournes. Mais t'as pas de repère physique, donc c'est là où il faut être vraiment calé dans ta navigation. C'est ça la vraie spécificité du rallye raid, c'est que l'aspect navigation est juste fondamental. Tu peux être Loeb est une fois encore un excellent exemple, c'est-à-dire qu'en termes de pilotage, je pense qu'il n'a plus rien à prouver à personne. Mais en rallye raid, pour le moment, il n'arrive pas à gagner parce qu'il y a la partie navigation qu'il ne maîtrise pas encore. Au final, le triathlon, c'est quand même plus simple, quoi. Sur le vélo, tu suis le marqueur, tu suis les gars qui sont au croisement et les petites flèches. Hop. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je me souviens d'un triathlon de Paris où les gens au croisement nous ont mal aiguillés. Et tu sais, le triathlon de Paris, en tout cas, il y a 10 ans, c'était une épreuve en étoile. Donc tu faisais que des branches d'une étoile. Et le mec, il s'est planté, il nous a envoyé 5 km plus loin avant que les filles nous disent vous n'êtes pas au bon endroit, demi-tour. Donc ça fait un marathon de 34 km, toi. Non, mais c'était sur le vélo, donc okay. C'est sympa quand tu tapes 5 bandes de plus. En plus, j'étais dans le bon paquet. Bon, bref, ça c'est ta vie de sport mécanique dans les rallye raids. Et tu nous disais que finalement le triathlon c'est aussi ta passion, c'est ce qui te permet de te changer les idées, mais c'est aussi ce qui concourt à ta préparation physique générale. Comment est-ce que le triathlon intervient positivement, j'imagine pas négativement, mais comment est-ce que le triathlon intervient dans tes performances en sport mécanique? Puisqu'on parle à une platée de triathlètes, je vais convaincre personne, mais je veux dire les 3 disciplines, je veux dire la philosophie du triathlon, c'est clair que ça nous oblige à une hygiène de vie qui est quand même assez propre, assez structurée, et donc je pense que un triathlète, par définition, c'est quelqu'un de sain, en tout cas physiquement, et puis je pense qu'il a des bases mentales aussi assez saines. Parce que pour s'imposer ça, je veux dire, pour s'imposer les 3 disciplines et tous les entraînements qui vont avec, c'est quand même assez contraignant. Donc si tu as envie de le faire, je pense que ça, au final, ça donne une personne assez saine. Et donc... Oui, ou pour rebondir sur l'épisode d'hier, ou alors tu as une épouse qui est relativement saine, ou un conjoint qui est relativement sain, et qui donc a un bon impact sur toi, c'est ça? C'est l'autre option, effectivement. Pour moi, le triathlon, je veux dire, ça forge à la fois le physique et le mental. Et donc, ce qui fait que, en pratiquant le triathlon, moi, personnellement, j'ai besoin de rien d'autre pour me préparer au rallye raid. C'est-à-dire que je suis certain d'arriver au départ d'un rallye raid en forme physiquement, sans surpoids, sans problème physique d'une manière générale. Et puis mentalement assez fort parce qu'une fois encore, avec les triathlons, notamment les longues distances, je pense que tu as l'obligation de te connaître parfaitement, de gérer ton corps, ton alimentation, ton hydratation, tes rythmes. Et donc tout ça m'aide énormément sur les rallye raids parce qu'effectivement les rallye raids c'est assez particulier, notamment le Dakar qui est l'épreuve la plus demandante, où tu es 3 semaines en isolement en fait, où tes journées sont vraiment rythmées, ton objectif est clair chaque matin. Donc la partie nutrition, hydratation, je veux dire, si à la base t'es triathlète, t'as aucun effort à faire. En fait, tu suis tes habitudes. Alors qu'une personne qui peut-être fait d'autres sports de préparation, genre du fitness ou autre, la partie hydratation, nutrition, il l'a pas forcément. Et juste pour bien comprendre, mais quand on est en rallye raid, les journées dans la voiture ou en moto, peu importe, c'est grosso modo entre 12 et 16 heures d'affilée, entre chaque bivouac, entre chaque ville. Donc tu as quand même intérêt à te connaître physiquement et mentalement pour savoir quand t'hydrater, quand manger, quoi manger. Autant sur le triathlon que dans les rallye raids, la partie alimentation, je dirais, est fondamentale. Et donc, tu ne peux pas te permettre de découvrir des aliments pendant que tu es en voiture. Si jamais tu es malade en voiture, tu digères mal, c'est pas idéal. Et la même chose en triathlon. Quand tu fais un Ironman, tu vas pas te mettre à découvrir des gels ou des barres comme ça juste parce qu'on te les propose de ravitaillement. En général, tu as fait en sorte de les tester avant, être sûr que ça te pose pas de problème digestif. Et même chose en rallye raid, je vais pas me mettre à essayer des produits énergétiques comme ça dans le camelback. Tiens, je vais goûter ça ce matin. Non, c'est pour ça où pour moi c'est assez proche parce que c'est des efforts physiquement et mentalement très, très contraignant en fait. Tu parlais d'une alimentation saine, d'une hygiène de vie saine, notamment grâce au triathlon, que ça t'apporte beaucoup dans ton expérience, dans ta performance en sport mécanique. Toi, tu es plutôt justement bar, gel, boisson isotonique ou tu es plutôt sur des aliments naturels que tu vas préparer toi-même, que ce soit en triathlon ou que ce soit en rallye raid. Et du coup, le corollaire à tout ça, c'est en triathlon, ok, on sait très bien qu'on a des poches sur les tenues, on a des
des poches sur le vélo, etc., pour amener le matériel. Dans la voiture, comment ça se passe? Parce que en rallye raid, évidemment, on n'a pas la Peugeot de Monsieur Tout le Monde, quoi. Enfin, la Mini plutôt, pour rester dans ton équipe. Sur un triathlon, je suis plutôt effectivement barre, gel et autres, des choses faciles à se procurer et puis constantes en termes de goût. C'est-à-dire qu'une fois encore, j'aime pas découvrir ce que je mange en course, donc ça me permet de facilement le tester en entraînement avant. En rallye raid, c'est un petit peu plus complexe parce que en fait, tous ces aliments, les barres et les gels, c'est quand même pas très sain au point de vue digestif. Donc sur un Ironman qui dure qu'une journée, ça va parce que les jours suivants, tu récupères, tu manges autre chose. Et puis les jours précédents, pareil. Sur un rallye raid qui dure 15 jours, honnêtement, je vais pas m'amuser à manger que ça parce que sinon, je pense que je vais finir à l'hosto pour des problèmes digestifs. Là, pour le coup, il y a forcément des gels ou alors des barres énergétiques, c'est sûr. Mais par contre, on essaye de varier avec des aliments solides. Et qui peuvent être hyper variés. Ça peut être simplement du sandwich jambon fromage que tu imagines, tu vois, dans la boulangerie. Ça, tu peux très bien le manger avant de prendre les départs ou en fin de journée quand l'épreuve chrono se termine. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans les rallye raids, ta journée elle est rythmée en 3 morceaux. Tu as une partie qu'on appelle de liaison, de transfert du bivouac jusqu'au départ de la spéciale. Donc là où tu as un temps imparti mais tu n'es pas en course. Ensuite, tu as la partie proprement dite de la course du chrono. Et ensuite, tu rejoins le bivouac de la ville suivante, de nouveau en transfert, en liaison. Tu as la possibilité de t'alimenter juste avant le départ du chrono, en fait. Puis après, en voiture, on n'a pas de problème d'espace. Donc, si tu veux emmener un sandwich que tu as préparé la veille, voilà, au moins, tu sais où le mettre, quoi. Tu as une petite sacoche, une petite poche. Ah, mais t'as pas la boîte à gants? Non, il n'y a pas la boîte à gants. Mais bon, tu le coinces à côté entre le siège et l'extincteur. Voilà. Puis bon, on est sur des efforts qui sont très différents aussi. Là, on parle d'ultra distance ou d'ultra effort. Donc c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et on va dire qu'en rallye raid, la partie hydratation est plus importante que l'alimentation parce que tu es dans un habitacle fermé où il fait chaud, il peut faire jusqu'à 60 degrés et plus. Tu es fixé sur un siège. En termes de mouvement, tu es juste hyper limité. Tu as juste les bras et les jambes qui peuvent bouger. Mais par contre, à cause de la chaleur et de l'équipement que tu as, puisqu'on a des combinaisons unifugées, on a un casque, tu sues énormément, même si tu bouges pas. Puis tu passes ta journée à prendre des chocs, en fait. Donc le corps, si tu veux, il faut faire du gainage à mort. Et au final, tu dépenses ton énergie de manière complètement différente de celle que tu fais en triathlon, mais par contre, tu la dépenses quand même. Notamment la partie hydratation, elle est fondamentale. Et c'est ça qui te permet en fait de garder aussi ta lucidité pendant toutes ces heures de course. Parce que grosso modo, en termes d'effort, c'est presque un Ironman par jour, parce que c'est 6-8 heures de chrono par jour. Et dans les 6 ou 8 heures de chrono, t'as pas une seconde de pause. Tu t'arrêtes pas pour pisser, tu t'arrêtes pas pour manger. Le chrono s'arrête pas de tourner, donc tu t'arrêtes jamais. Donc c'est pour ça aussi où il faut savoir garder cette lucidité-là. Et puis donc il faut savoir s'hydrater correctement. D'où l'intérêt du triathlon à ce niveau-là, où justement ça te Absolument. permet de travailler ton hydratation, ton alimentation, tes positions un peu limitées, parce que sur le vélo, ok, on tourne les jambes, mais mine de rien, sur Ironman, surtout sur un Ironman roulant, enfin plutôt sur un triathlon longue distance, on va pas forcément faire la promo d'un label privé, tu te retrouves souvent en position aéro et donc limité dans tes mouvements aussi, et pendant longtemps, parce que plus tu seras en aéro et mieux ce sera. Donc il y a quand même pas mal de similitudes, comme le rappelait tout à l'heure Olivier, entre certains efforts qui vont être demandés en sport mécanique et notamment en voiture et en triathlon. Non, c'est clair. Et effectivement, après tu parlais de la position aéro, c'est vrai que tu as tout le haut du corps qui est fixe pendant des heures. Et ça peut être assimilé à un effort comme on peut l'avoir dans la voiture, à la différence que quand tu pédales, tu es sur le vélo, tu es quand même en plein air, tu as la sensation du vent, de la chaleur, de la fraîcheur en fonction des conditions atmosphériques. Là, dans la voiture, les conditions sont assez stables, c'est-à-dire que 1, t'as pas de vent, 2, t'as pas de clim parce que c'est du poids et donc t'as juste une petite ventilation. Puis après, la température à l'intérieur de l'habitacle elle est assez constante, peu importe la course ou les conditions atmosphériques en fait. C'est-à-dire que même une journée froide, il va facilement faire 40 degrés dans la voiture parce que les habitacles ne sont pas isolés, t'as le moteur qui est à côté de toi, t'as tous les éléments mécaniques qui chauffent à côté de toi. Et donc même une journée froide, tu vas avoir un habitacle qui est vraiment chaud. Et donc tu vas suer de manière importante, quoi. Bon, écoute, moi, le prochain défi que je te propose, c'est un Ironman en combinaison unifugée de WRC, là, et puis avec ton casque, hein, ça pourrait être pas mal, non? Ouais, on va peut-être y réfléchir avant de dire oui.
Et donc le triathlon, du coup, t'apporte beaucoup dans d'autres sports, comme notamment les sports mécaniques. Et au niveau de ta carrière professionnelle, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Tu as dit que tu étais ingénieur. Est-ce que finalement la pratique du triathlon, qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'ingénieur et en tant que professionnel? Ça m'apporte une hygiène de vie assez stricte, assez saine. Et puis et au final, c'est con, hein, mais quand tu coches la case triathlète longue distance Ironman, l'imaginaire commun change. C'est-à-dire que ça te donne un petit peu de crédibilité en tant que personne. Parce qu'une fois encore, ça demande une discipline de vie assez stricte. Et donc du coup, voilà, dans l'imaginaire de certaines personnes, et tu passes pour une personne organisée, structurée, fiable. Ouais, ce qui est le cas. On est tous structurés, organisés, fiables, il n'y a pas de problème. Même si ça n'a rien à voir avec les compétences professionnelles, ça aide à établir le caractère et voilà, des traits de caractère de la personne en fait. Et c'est vrai que ça, honnêtement, dans certains contextes, ça peut donner un peu de crédibilité, même professionnelle. Ça peut te donner la crédibilité, donc, au niveau de l'image du coup que tu donnes vis-à-vis d'autres personnes. Ouais. Mais je pense que ça peut aussi t'apporter quelque chose à toi en tant que personne, en tant que professionnel finalement. Clairement, mais après c'est effectivement la gestion mentale, la gestion du stress, la gestion de la préparation, savoir gérer un petit peu les différentes phases de préparation d'un Ironman. Au final, c'est savoir gérer les différentes phases d'un projet industriel, ces cycles un petit peu. C'est vrai que les deux sont vrais. Tu peux aussi contaminer le monde triathlète par des petites pratiques que je pourrais récupérer du monde industriel, notamment la planification des entraînements. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu étais certifié Black Belt. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques? Il y a certains enseignements de la méthode Lean que tu peux appliquer au triathlon? Honnêtement, non. Ça, je l'ai fait pour des questions professionnelles parce qu'une fois encore, ça certifie tes compétences. Puis ça m'aide à décrocher des projets que différemment, j'aurais pas. Après, par contre, comme je t'ai dit au début, moi, je suis pour la pratique du triathlon. Je suis quand même motivé essentiellement par le plaisir de faire un sport outdoor. Et donc, j'ai pas envie que ça devienne non plus trop structuré et trop encadré. Donc là-dessus, il y a quand même une petite différenciation entre mon job et mon plaisir. D'accord, ok. Super, écoute Edouard, merci beaucoup pour toutes ces informations et d'avoir accepté notre invitation cette semaine. Non, mais je voulais simplement vous remercier tous les deux. C'était vraiment chouette d'aborder tous ces sujets. C'était une jolie découverte de vous connaître. Merci. Merci à toi. Juste avant de te laisser partir, peut-être que tu pourrais rappeler à nos auditrices et nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Je suis pas très actif au niveau social, mais j'ai quand même un compte Insta et puis sur LinkedIn par contre. Sur LinkedIn c'est très pro. Puis après c'est tout en fait. Puis après au Dakar 2021, enfin 2022. Ça c'est certain. Dakar 2022, ça c'est certain que j'y serai. Toujours avec Stéphane Peterhansel et donc là-dessus, en tout cas à ce moment-là, au mois de janvier 2022, je devrais être quelque part un petit peu plus présent sur les réseaux. Super. Ou sur les courses challenge. Ou sur les courses challenge, exact. Ou en Embrun en 2022. Ça, on va le faire ensemble, je crois. Écoute, avec grand plaisir. Moi, ce que je vous propose, du coup, c'est de débriefer le 16 août 2022. Comme ça, on débriefera du Dakar 2022 et de votre Embrun 2022 à tous les deux. Ça vous va ? Avec plaisir. Bon, on a pris rendez-vous. C'est bon, c'est marqué pour le 16 août. Ça marche. Plaisir partagé. Un grand merci à toi, Edouard. C'était super intéressant, en tout cas, de pouvoir échanger avec toi et puis de voir aussi ta vision du triathlon qui est parfois un peu différente aussi de ce qu'on peut entendre en général. Donc, c'était super intéressant. Merci à vous. C'était top. Merci à toi. Bon week-end. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.